Je vais poursuivre donc mon itinéraire par une partie qui s'intitule « À partir de la Martinique » parce que c'est en Martinique que j'ai ensuite fait mon deuxième grand terrain. Donc j'y suis arrivé à la fin des années 70. Alors j'étais évidemment armé de toute la connaissance acquise sur les principaux attributs d'une société créole à partir de mes travaux sur la Guyane, mais mon expérience guyanaise m'avait aussi mis en garde contre toute extrapolation hasardeuse. Mes diverses études de cas avaient fait surgir des histoires spécifiques à telle époque ou à tel quartier en Guyane. Elles avaient fait apparaître le poids de ces interventions en forme multiple sur le devenir des groupes sociaux concernés, qu'il s'agisse de la création de Mana sous l'action volontariste de la mer Javoué ou des vagues migratoires provoquées par l'attrait de l'or sur la Prouague. Ces études montraient que la vision classique et purement livresque d'une colonie de peuplement régie par les règles édictées par le gouvernement de tutelle ne correspondait pas vraiment à la réalité. Il ne fallait donc évidemment pas réduire d'emblée la Martinique à la vision qui prévalait dans la documentation qualifiée, même si elle était infiniment plus riche que celle que j'avais trouvée en arrivant en Guyane. J'ai alors pensé que la meilleure façon de procéder était de reprendre la démarche qui m'avait permis précédemment d'avancer, partir du terrain et des données qui en sortent. En fait, ce rapport au terrain et aux données qu'une enquête sérieuse permet de récolter est pour moi, sans conteste, et je ne cesserai jamais de le répéter, la démarche reine. J'ai toujours privilégié cette démarche et n'ai ensuite jamais cessé d'en vanter les avantages auprès de mes étudiants. Quand je dis terrain, je me réfère d'abord à l'enquête ethnologique précise et circonscrite, celle qui autrefois pouvait déboucher sur une monographie. Le temps n'est plus toutefois à l'indéniable luxe que constitue cette démarche. Il faut du temps et des moyens pour s'y livrer, et les résultats ne sont pas forcément flamboyants. Je veux dire, c'est pas bon, on n'indique pas dans les hautes sphères intellectuelles d'emblée comme ça. Mais il demeure important à mes yeux de garder à l'esprit l'idée que le terrain, quel qu'il soit, a toujours raison, et qu'une analyse par trop déconnectée des faits concrets qui s'y jouent ne peut être parfaitement adaptée. Bon, ça, c'est une doctrine à laquelle je me tiens. C'est dans cet esprit que j'ai élaboré mon premier projet de recherche. Cette île était toujours largement dominée, donc je parle de la Martinique maintenant, à l'époque, donc, la fin des années 70, début des années 80, cette île était toujours dominée par le système de la plantation, régi par les descendants des colons blancs, anciens maîtres d'esclaves, que l'on désigne le plus souvent dans cette île comme les béquets. Alors c'est une expression qui, paraît-il, est péjorative. Eux-mêmes n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais en même temps, c'est devenu tellement courant qu'on ne sait plus comment dire autrement. Si je veux dire les blancs créoles de la Martinique, on va voir regarder avec des... Bon, c'est des béquets. Le monde de la plantation, ainsi que le sort des coupeurs de canne et des ouvriers travaillant dans les sucreries et les distilleries de Rome, était déjà documenté à la Martinique. En revanche, il m'a semblé que le monde urbain n'était pas assez étudié et méritait qu'on s'y arrête. C'est donc sur l'étude d'un quartier populaire de la périphérie de Fort-de-France que j'ai choisi de fixer mon attention. Il s'agissait d'un quartier au nom flatteur de Volga-Plage. Mais ne nous y trompons pas, sous ce nom flatteur se cachait un bidonville en fait, en voie de normalisation toutefois. On y parvenait par le haut, une colline où s'accrochaient des maisons un peu plus élaborées que les autres. Là, on pouvait même voir garer des automobiles, trahissant parfois le choix d'une économie ostentatoire. Ainsi, une Mercedes, vieille sans doute, mais affichant fièrement le logo de la marque, qu'on connaît bien, pouvait stationner devant la porte fermée d'une maison dont le résident indiquait par là même la preuve de sa réussite. Mais tel autre résident un peu plus loin pouvait préférer, faute de voiture à exhiber, montrer son propre succès en ouvrant grand sa porte sur l'arrangement intérieur, embelli par le mobilier qu'il venait d'acquérir. Ça, c'est vers le haut de Volga.
En contrebas, au plus près de l'embouchure de la rivière qui se jetait dans la mer des Caraïbes, les terrains gagnés sur la mangrove étaient davantage soumis au mouvement des marées et aux aléas climatiques. L'eau affleurait et la boue pouvait rendre difficiles les voies d'accès aux maisons qui en subissaient les conséquences en termes d'insalubrité. Le quartier était d'ailleurs surnommé « Cité moustique ». C'est bon. Dans ces conditions, l'économie ostentatoire ne pouvait être la règle de tous. Nombreux étaient ceux qui n'avaient rien à faire valoir. Certains aussi ne voulaient rien montrer par crainte des jalousies. Tout cela, en conséquence, préférait modestement ou prudemment rester à l'abri des regards derrière les portes et les fenêtres closes de leur logis. La Volga, comme l'appelaient ses habitants, était née vers la fin des années 50 de la rapide squatterisation d'un terrain qui appartenait au domaine public maritime et à la zone réservée qu'on appelle celle des 50 pas géométriques, autrefois on parlait des 50 pas du roi, qui correspond en fait au domaine privé de l'État. Elle gardait de nombreuses traces de son passé. La plupart des maisons étaient désormais en dur, mais l'enchevêtrement des lots rappelait à tout instant le caractère spontané et individuel des actions qu'il avait fait naître. Au recensement de 1982, le quartier comptait 3 384 habitants, originaires pour la plupart du milieu rural. Menée à l'aide d'une longue série d'entretiens qui visaient à récolter autant d'histoires de vie, l'enquête permettait de saisir les moments clés de ces itinéraires. L'installation al Volga suivait généralement le mode d'emploi classique des bidonvilles durcis. Une première cabane était édifiée à la hâte pour marquer le territoire et se prémunir contre une expulsion immédiate. Cette cabane était progressivement améliorée jusqu'à être remplacée par une maison en dur. Mais pour les remblais et les coulages de ciment, il devenait indispensable de faire appel à l'entraide. Cette pratique impliquait l'existence, donc, d'une indéniable dimension collective. C'est bien ce que faisaient apparaître les récits de vie. La vie sociale du quartier s'était organisée autour de deux principes à la fois contraires et complémentaires, la compétition individuelle dans la phase d'installation et de la délimitation de la parcelle squattérisée et la nécessité de l'action collective pour pérenniser cette appropriation. En ce sens, on peut dire qu'à Volga s'exprimaient parfaitement les caractéristiques de la dynamique créole telle que je l'avais précédemment observée en Guyane. Le lien unissant les habitants de Volga plage s'était ensuite renforcé au cours des luttes qu'ils avaient dû mener contre diverses tentatives de déguerpissement dont ils n'avaient cessé d'être l'objet depuis le début de leur installation. Aidés en cela par la protection du maire de Fort-de-France, qui était Aimé Césaire, ils avaient réussi à résister aux actions de l'administration française, représentée par le préfet, alors seul maître de ce jeu. C'était avant l'instauration de la politique de décentralisation intervenue à partir de 1982 avec la loi Defferre, donc sous le gouvernement de Pierre Mauroy et sous la présidence de François Mitterrand. Dans ce quartier, comme dans d'autres bidonvilles durcis de Fort-de-France, Césaire était une figure littéralement vénérée. Les gens savaient plus ou moins qu'il était un écrivain reconnu, mais rares étaient ceux qui l'avaient lu. En revanche, l'homme politique était connu de tous à double titre, comme rapporteur de la loi d'assimilation ayant fait accéder les vieilles possessions françaises du premier empire colonial au statut de département d'outre-mer en 1946, et aussi comme censeur résolu de l'application de cette même loi qui finalement faisait, disait-il, c'est Césaire qui parle, non pas des Français à part entière, comme ses promoteurs et lui en tête, elle avait cru au départ, mais des Français entièrement à part, l'expression est de Césaire. Ces gens louaient aussi son action culturelle au sein de la mairie, et notamment toutes les célébrations qu'il organisait ou encourageait en l'honneur du peuple martiniquais. Il se trouve que durant mon séjour à la Martinique était intervenu un événement qui allait modifier sensiblement tout un pan de la société. Le passage, je l'ai fait allusion tout à l'heure, de la gauche au pouvoir en France avec l'élection de François Mitterrand comme président en 1981. J'ai fait allusion à la loi de décentralisation, mais sur le plan culturel, le changement politique touchait également très largement le vécu des Martiniquais. Un exemple peut en donner la mesure. Alors que jusqu'alors, l'abolition de l'esclavage, attribuée à l'action de Victor Schœlcher, donnait lieu à des manifestations de reconnaissance envers ce dernier,
La décentralisation, elle, s'était accompagnée du choix offert à chacun des départements d'outre-mer concernés de fixer sa propre date de célébration de l'abolition. À la Martinique, ce choix a été fixé au 22 mai. Telle n'était pourtant pas la date de l'abolition effective, c'était celle de l'insurrection qui en avait précipité l'application. En effet, tous savaient que l'esclavage avait été officiellement aboli le 27 avril 1848 par le gouvernement de la Seconde République, mais les intéressés étaient censés attendre l'arrivée du décret d'application pour que l'abolition soit effective. Et évidemment, les planteurs béquets avaient intérêt à faire traîner les choses aussi longtemps que possible. Alors, les esclaves d'une habitation de Saint-Pierre, qui était, avant l'irruption de la montagne Pelée, une ville importante de l'île, ces esclaves se sont révoltés. Ils réclamaient l'abolition immédiate. Ils ont entraîné avec eux les esclaves des alentours. Et en voyant que l'insurrection commençait à gagner le quartier de Fort-de-France, le gouverneur a décidé de décréter l'abolition dès le 23 mai, donc le lendemain de cette insurrection. Alors, il faut dire que depuis longtemps déjà, Césaire avait exhumé ce pan d'histoire longtemps occulté par l'histoire officielle. La révolte du 22 mai était connue de tous et à Volga, Césaire était perçu comme l'initiateur de cette revalorisation qui transformait le peuple martiniquais en artisan de sa libération. Cet exemple de changement dans l'auto-évaluation identitaire des Martiniquais ouvrait sur une autre approche de cette société que celle jusqu'alors mise en œuvre à partir du terrain que constituait Volgapage, au demeurant complétée par des enquêtes que j'ai aussi menées dans la commune voisine du Lamentin. J'avais été placé sur cette voie par le contact que j'avais eu, sur recommandation d'une relation commune, avec l'écrivain Édouard Glissant. C'était au début de mon séjour, en 1980. Son ouvrage de synthèse de Glissant, intitulé « Le discours antillais », n'était pas encore publié, il a été en 81. Si j'avais eu accès à quelques articles sortis de revues diverses et qui allaient être repris dans le discours antillais, je connaissais plutôt Glissant pour ses romans, La Lézarde, qui avait eu le prix Renaudot en 1958, et quelques autres, dont un, Le 4e siècle, paru en 1964, qui a toujours eu ma préférence et que j'avais relu attentivement avant de partir. Édouard Glissant, qui reprochait à Césaire et au mouvement de la négritude d'avoir développé un idéal incluant une certaine réappropriation de l'Afrique, tentait de poser au même moment les bases d'une antillanité qui impliquait une autre réappropriation, celle d'une histoire sans H majuscule. Son livre retraçait, donc ça c'est dans les années 80, Glissant a évolué après, son livre retraçait le 4e siècle, ce livre-là retraçait la saga de deux lignées, celle des marrons et de leurs descendants, et celle des esclaves qui n'avaient pas marronné et dont les descendants s'étaient longtemps opposés aux premiers. Il mettait en scène, ou plutôt en mots, la rencontre actuelle et personnalisée de ces deux lignées. La lignée marronne était représentée par un vieux sorcier, un vieux quimboiseur, comme on dit à la Martinique. Pour l'autre lignée, c'était un jeune enfant qui posait des questions, qui voulait savoir, qui voulait connaître les secrets du passé. Ainsi s'opérait la transmission d'une lignée à l'autre jusqu'à ce que le passé et le savoir marron deviennent le passé et le savoir de tous. Je cite Glissant à la fin de son livre, « Tari, les Longoués, c'est la lignée rebelle, Tari, les Longoués reposaient en tous, dit-il. » Je voyais donc ici se déployer une sorte de mythe fondateur. Le 4e siècle s'évertuait à réconcilier les Martiniquais et au-delà, tous les Antillais descendants d'esclaves avec leur passé douloureux. À cette époque, Glissant était donc partisan de l'antillonité comme nécessité d'inscrire l'ancrage des peuples transportés aux Antilles dans leur environnement caribéen. Il avait estimé devoir d'abord dénouer la question de l'historicité du peuple martiniquais. Comme pour lui, le monde de la plantation était totalement aliéné, il fallait la médiation de la rébellion marronne pour redonner aux Martiniquais la maîtrise de leur histoire. D'où la saga du IVe siècle, qui se prolonge d'ailleurs dans 2 ou 3 autres romans postérieurs de Glissant. Depuis, il est vrai, donc, la pensée de Glissant a évolué sensiblement. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant de cette plongée rapide dans cet univers littéraire, c'est la réalité qui en surgissait. À la Martinique, la question identitaire et le fondement qu'en constituait le rapport à l'esclavage étaient alors fondamentaux. C'est bien ce qu'Édouard Glissant a cherché à m'indiquer après que je lui ai exposé mon projet de recherche sur Volga-Plage. Pour lui,
qui était davantage tournée vers la sémiologie que vers l'ethnologie, les questions que je me posais à partir de mon expérience guyanaise traversaient également toute la société martiniquaise. Une étude ancrée à Volga-Plage ne m'en apprendrait sans doute pas davantage sur la question identitaire qu'une recherche plus générale. C'était son point de vue. Alors, il justifiait en me disant ça, sa propre ligne d'approche, évidemment. Mais je dois dire qu'il avait raison sur un point d'importance. Sur les questions visées, mon terrain de recherche ne devait pas se limiter à la conception classique qui était la mienne jusqu'alors. Il pouvait y avoir aussi des terrains d'une autre nature. Le domaine culturel, à travers ses productions et les représentations qui le constituaient, pouvait aussi être conçu comme un terrain d'étude. J'ai poursuivi néanmoins mon étude sur Volga, parce que je suis têtu, et j'y ai trouvé les garde-fous que les faits concrets pouvaient offrir à des raisonnements trop intellectuels. Mais le bénéfice en a été un peu plus tardif. Entre-temps, j'ai été amené à prêter une attention accrue aux problèmes culturels que le changement d'orientation non gouvernementale en France en 1981 a fait passer au premier plan. J'ai déjà signalé le rapport à l'esclavage et à son abolition avec le choix du 22 mai comme date de la commémoration, de l'abolition donc. Je veux souligner maintenant la pleine signification de ce choix. Je l'ai dit, le décret d'application n'a été promulgué que le 23 mai. Ce qui comptait donc pour les Martiniquais des années 80, c'était moins l'abolition elle-même que la révolte qui l'avait précipitée. Le rapport à l'esclavage était la clé de la question identitaire qui taraudait de plus en plus ouvertement les Martiniquais. C'est dans cet esprit que j'ai été amené à saisir ensuite le sens et le rôle de la production littéraire. Mais celle-ci me conduisait au préalable à m'intéresser à la langue utilisée dans cette production et à son rapport à la langue locale parlée par tous, le créole. En 1981, j'ai mené une enquête plus spécifique à ce propos, allant interroger des personnes de milieux de genre et d'âge divers. Les résultats de ce travail, qui ont été consignés dans un article qui a été publié au Canada, ont mis surtout au jour l'ambivalence profonde que manifestaient les locuteurs de cette époque. Le créole était le plus souvent rangé au rang d'un patois, lui-même défini comme du français qu'on prononce mal ou du français simplifié. Il faut dire que la valorisation de ce parler porté au rang de langue était récente. Dans les années 40, Aimé Césaire cherchait ses âmes miraculeuses, comme il disait, dans le surréalisme et le français qu'il convoquait. Pour lui, la revue Tropique, qu'il pilotait avec René Ménil et qui visait à combler un vide culturel en termes de production littéraire, cette revue n'était pas concevable en créole. En 1952, Frantz Fanon lui-même y voyait, je le cite, un moyen terme entre le petit nègre et le français, dans Peau noire et masque blanc. Les entretiens menés en 1981 donnaient à entendre des positions assez proches, y compris parmi les jeunes qui reconnaissaient parler le créole avec plaisir, mais sans lui donner un statut plus élevé que celui de patois. C'est de cet état des lieux que sont partis les écrivains créolistes, dont j'aborderai tout à l'heure le travail mené au cours des années 80. Avant de clore le panorama des champs de recherche que la Martinique, au début des années 80, m'a donné à explorer, je dois encore citer celui qui m'occupera longtemps ensuite, à partir du cas martiniquais, et également à partir du terrain guyanais, les phénomènes migratoires. Alors, revenons pour ce faire au cas de Volga-Plage. On y voyait à l'œuvre et dans un processus accéléré, c'est-à-dire 25 ans d'histoire, les stratégies qui conduisaient à l'avènement d'un type de société purement urbain, de plus en plus étranger au milieu d'origine, un type de société que les intéressés critiquaient à travers la pratique des autres, égoïsme, déclin de la solidarité, mais qu'ils considéraient pourtant le plus souvent comme plus évolué et auquel ils avaient rarement l'intention de renoncer. Et derrière le rapport au mode de vie urbain critiqué, mais finalement accepté comme meilleur, c'était bien le rapport au progrès qui se profilait. Un progrès, alors je mets des guillemets évidemment à progrès, dont chacun sentait confusément qu'il était aussi fait de dépendance, donc la nécessité de tout acheter, accroissement des importations, etc., mais qui en quelque sorte appartenait, pensait-il, à la logique du XXe siècle. L'immigration vers la France était elle aussi placée sous le signe des nécessités de notre époque. Et de plus en plus souvent, elle était dénoncée comme une douloureuse fatalité. Il est certain que déjà le chômage atteignait en Martinique des proportions telles que
que le problème de l'emploi y était pour beaucoup d'une extrême acuité. Mais ce problème jouait également comme rationalisation commode, parce que fondé sur une réalité criante de comportement, donc rationalisation de comportements liés à des attitudes infiniment plus complexes que les entretiens permettaient justement de cerner. D'après ceux qui étaient restés, ceux qui étaient partis avaient généralement eu raison de le faire pour le travail qu'ils avaient pu trouver, mais avec sous-jacentes les idées de promotion, de carrière, d'accession à un niveau de vie plus élevé, voire plus généralement un agrandissement de l'esprit, comme disait un interviewé, plus grand donc qu'il n'aurait jamais pu avoir ailleurs. Ce point de vue n'empêchait toutefois pas de croire en même temps que les migrants n'étaient pas heureux. Froid, vie trépidante, hostilité teintée de racisme de la part du milieu d'accueil, tels étaient les arguments avancés pour expliquer ce malheur, étant entendu qu'être là-bas qu'être heureux, aurait été de trouver chez soi ce qu'on avait dû aller chercher là-bas. Alors là-bas, c'est toujours l'autre côté. Ça peut être indifféremment la Martinique quand on est en France ou la France quand on est à la Martinique. En fait, au niveau de l'analyse qu'on pouvait faire de ces discours, l'ambivalence était le maître mot. Consciemment ou inconsciemment, elle était au cœur de tous les entretiens. Il y avait là, en tout cas, une différence notable avec les résultats obtenus quelques années auparavant en Guyane, car ces années s'étaient accompagnées, dans les 3 dômes de la Caraïbe, d'une montée de la contestation culturelle. Grâce aux médias, cette contestation avait bénéficié d'une audience élargie quand elle dénonçait l'assimilation comme déculturation, ou plus simplement dit, comme perte de la culture d'origine au profit d'une culture importée.